جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. Patrimonium. Un voyage au cœur du patrimoine algérien. Ravie et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans votre espace Patrimonium. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 3 heures de route du chef-lieu Alger Centre, dans une région de l'Est algérien située entre la Kabylie et les hauts plateaux. Eh bien, nous sommes à Borj Bouharerij, une région qui a connu le passage de différentes civilisations très ancienne et qui raconte beaucoup de choses. L'Aïd Moukran, vous êtes chercheur, écrivain et enfant de Borj Bouharerij. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette région, la région des Bibans, et qu'on appelle maintenant, après le découpage de 1984, la wilaya de Borj Bouharerij. L'appellation, c'est Borj Bouharerij, et ça tient à la ville, au fort qui existe, à la citadelle qui existe dans la ville de Borj. C'est un vieux fort historique, bien sûr, et qui a été appelé Borj Bouharerij, et sur lequel on va revenir plus tard dans le cadre de l'explication de quand on passe à l'explication de ce fort. Monsieur Mokrani, il y a des hypothèses qui disent aussi l'origine de cette appellation, vous pouvez confirmer ou infirmer, revient justement à l'époque ottomane aussi, au passage de Baba Arroj. Exactement. L'origine date de l'époque ottomane. C'est le XVIe siècle. La présence ottomane commence à s'étendre dans la région, dans le cadre du beylicat de Constantine. Et la région était à cette époque sous une forme de pouvoir local, si vous voulez. C'est les principautés qui sont les survivances de l'époque hafside. Et il faut bien comprendre cette période entre le déclin de l'empire almohade, il n'y a plus de pouvoir central en Algérie, dans tout le Maghreb, et l'invasion espagnole sur les côtes algériennes et justement la venue de l'Empire ottoman, la création de la régence et son organisation en beylicat, le beylicat de Constantine, d'Oran, de Mascara et le siège de la régence à Alger. Donc la région du Biban était concernée par ces événements historiques et la présence ottomane en Algérie, et les héritiers de Baba Arroj, justement, Salah Raïs, Hassan Pacha, ont commencé à s'étendre dans la région. Ils sont arrivés dans la région du Biban et ils ont commencé à créer des forts, des citadelles, des garnisons militaires, parmi lesquels Borj Bouharerij. Très bien. Et l'appellation, là, il y a la légende, je l'ai toujours dit, entre la légende et l'historique et l'histoire. Quand on dit la garnison, il y a la sentinelle. Et la sentinelle, c'était l'uniforme militaire des Ottomans. Les casques en particulier. C'est les casques, ils ont une plume. Et les indigènes, quoi, les Algériens locaux, quand ils voyaient cette sentinelle, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et pour se moquer un peu des sentinelles, bien sûr, c'est un choc pour eux qu'il y ait une présence militaire qui les surveille. Ils ont dit Borj Bouharerij comme un diminutif, pour se moquer par un diminutif de la sentinelle. L'Arroj, c'est le coq en arabe. L'Arroj, il symbolise la présence ottomane. Donc c'est un petit Arroj, voilà. Et voilà, donc à peu près, on a donner une explication à l'origine de l'appellation de Borj Bouharerij. On continue avec vous, L'Aïd, puisqu'on abonde dans le côté histoire de Borj Bouharerij. Comme toutes les régions de l'Algérie, Borj Bouharerij a connu le passage de plusieurs civilisations et qui ont marqué cette région et qui ont laissé des traces. Bien sûr.
D'abord, comme toutes les régions algériennes, du point de vue historique, c'est, on peut dire, la période berbère. Hein, c'est une région, d'ailleurs même actuellement, il y a de la survivance de la culture berbère, puisque la région, elle est, si vous voulez, traversée par, du point de vue linguistique, par une partie berbérophone, amazighophone, et une partie arabophone parmi les populations. Quoique les populations sont un peu entremêlées avec les siècles d'histoire. Donc, il y a aussi la présence romaine, qui était très importante, puisque nous sommes à 60 km de Sitifis. Sitifis était une ancienne colonie romaine, avec la présence de garnisons, de légionnaires. Donc, la présence romaine, quoiqu'elle n'est pas plus importante que d'autres régions, par exemple les Aurès, la Numidie orientale, mais il y a quand même une présence romaine, d'où le fort qui a été repris par les Ottomans. C'était une ancienne forteresse, une ancienne citadelle romaine, dans le cadre de, si vous voulez, de la municipalité, la grande municipalité de Sitifis. Qui servait de guet par de rapport... guet, oui, de la région, puisque la route d'Alger passait par cette région, les Bibans. Ensuite, il y a bien sûr la présence musulmane. La présence musulmane, on peut dire qu'elle est très importante, puisque les royaumes, si vous voulez, les États musulmans algériens qui ont vu le jour durant le Moyen-Âge, nous sommes à quelques trottes de la Qal'a de Beni Hamed, le royaume hamadite. Il est à peine à 40 km. Nous sommes à 100 km de Béjaïa, l'ex-Nassiriya du royaume hamadite. Nous sommes à quelques kilomètres aussi de la grande bataille de Sitif, entre, si vous voulez, la confirmation de l'empire almohade, le Mouahidine, avec, si vous voulez, à cette époque-là, c'était l'avancée de la poussée hilalienne dans la région. Donc nous sommes dans le confluent de beaucoup d'événements historiques. Bien sûr, la présence ottomane, comme on venait de l'expliquer, la région des Bibans était partie prenante, parfois positivement, parfois en collaboration avec la régence ottomane, et parfois dans le conflit aussi, hein, puisque les populations locales, parfois ne se laissaient pas, si vous voulez, ne se laissaient pas avoir par, si vous voulez, pour des questions d'impôts, pour des questions de souveraineté, avec le Beylicat de Constantine, et enfin la présence française aussi, comme vous le savez, qui a touché cette région, comme toutes les régions d'Algérie. Disons que cette région, du point de vue historique, n'est pas différente du cours historique algérien en général. Donc, vous avez évoqué l'Aïd Mokrani. Je rappelle que vous êtes écrivain et chercheur. Vous avez évoqué un tout petit peu les différentes civilisations qui ont traversé l'histoire de Borj Bouarerij. Et justement, toutes ces civilisations ont laissé des traces et qui existent jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui témoignent justement de leur existence. À commencer déjà par Borj Mokrani déjà. Oui. Bien, Borj Mokrani, c'est le Borj dont on parlait tout à l'heure, Borj Bouarerij, c'est-à-dire le fort, la citadelle autour de laquelle s'est construite la ville durant la colonisation. Pourquoi il porte le nom de Mokrani? Borj Mokrani, actuellement, après l'indépendance, il y a quelques années, c'était la création d'un musée historique. Et on lui a donné le nom de ce héros national, Al-Mokrani, qui est bien connu, le Hajj Mohamed Mokrani. Il faut dire que l'insurrection de Mokrani en 1871, le premier fait de guerre, si vous voulez, la déclaration de guerre aux autorités coloniales, à cette époque, c'était la prise d'assaut de ce fort par les troupes de Mokrani qui venaient de la Medjana, à une dizaine de kilomètres. Et ils avaient leur campement dans la région, ce qu'on appelle ici Winzerega. Et le premier acte de guerre, ça a été la prise d'assaut de ce fort qui était occupé par la garnison française. Mais ce Borj existait, ou ce fort existait
Bien avant le Bien Morani. avant, du temps des Ottomans, ce qu'on a expliqué. Voilà, donc il est Depuis vieux, des siècles, très oui. vieux. Très vieux fort, oui. D'accord. Il était occupé par les garnisons turques et après, si vous voulez, la conquête française, il a été occupé par les garnisons françaises. Et c'est l'embryon, la garnison française avec leur famille, dans ce qu'on appelle le vieux Borges, c'est l'embryon de la ville de Borges qui est née il y a à peu près un siècle et demi, quoi. La ville de Borges. Un autre Borge ou un autre fort, l'Aïd Morani, Borge Zemmoura. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'extension, si vous voulez, territoriale du Beylikat de Constantine dans le cadre de la régence ottomane ici en Algérie, elle s'est faite à travers ces forts pour la surveillance des populations, pour l'implantation de l'administration ottomane. Nous avons Borj Bouhararich, nous avons Borj Hamza, qui est le Bouira, qu'on appelle Bouira maintenant, c'est à l'origine Borj Hamza. Et nous avons Borj Zemmoura, c'est les 3 forts les plus importants où on a installé les garnisons ottomanes. بس ما طيري بالمعوامة ليش يا الحمامة بس ما طيري بالمعوامة صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك ليش يا الحمامة بس ما طيري بالمعوامة ليش يا الحمامة بس ما طيري بالمعوامة صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك ليش بالله قوليلي روح عليا وتوليلي ليش بالله قوليلي روح عليا وتوليلي وانا حيران يا ويلي مقولي سهران يا ليلي وانا حيران يا ويلي مقولي سهران يا ليلي ليش يا الحمامة تستطيعي بالعوامة ليش يا الحمامة تستطيعي بالعوامة صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك بالنية معايا مشيتي عادي يا خسارة جبيتي بالنية معايا مشيتي عادي يا خسارة جبيتي لا 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 يا بنت الجار الحيرة تكوي بالنار لا 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 يا بنت الجار الحيرة تكوي بالنار ليش يا حمامة بالمطير يا حمامة ليش يا حمامة بالمطير يا حمامة صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك صايدك ما لقيت دواب حبيتك قلبي اللي بغاك ليش الله يهديك هذا الري وين راه منديك ليش الله يهديك هذا الري وين راه منديك زمان صعيب وغدار وانت ما تسوى مليار زمان صعيب وغدار وانت ما تسوى مليار ليش يا حمامة تستطيعي بالعوامة ليش يا حمامة تستطيعي بالعوامة
حبيتيني ولفتيني وخليتيني ليش حبيتيني ولفتيني وخليتيني خليتي قلبي بالنار مشفيتي على ذاك النار خليتي قلبي بالنار مشفيتي على ذاك النار ليش يا حمامة اصطبيري بالمعوامة ليش يا حمامة اصطبيري بالمعوامة ليش يا الحمامة بس ما طيري بالمعوامة ليش يا الحمامة بس ما طيري بالمعوامة صايدك ما لقيت ثواب حبيتك قلبي اللي بغاب صايدك ما لقيت ثواب حبيتك قلبي اللي بغاب. Donc on continue justement à travers les témoins de toutes ces civilisations et qui sont là. On ne peut pas les ignorer, Monsieur Eid Mokrani. Donc un autre témoin, peut-être de l'époque musulmane, on va dire comme ça, la Zawiya del Gouléa. Oui, bon, la Zawiya de Gouléa, c'est vrai qu'elle existe, qu'elle est active actuellement. C'est un site magnifique aussi, attention. C'est un site magnifique, oui. Il faut le voir. C'est un site magnifique, c'est sur ce qu'on appelle en berbère une tella, c'est-à-dire une colline. Une petite grotte, on va dire. Voilà, c'est une colline, c'est le village berbère par excellence, comme on l'en voit dans toute la Kabylie, dans toutes les montagnes algériennes. On a l'impression qu'elle est là installée dessus. Exactement, avec la mosquée sur le haut et les habitations, c'est une carte postale parfaite. Peut-être faut-il situer la Zawiya de Gouléa dans un ensemble, c'est historique aussi. Hein. Dans son contexte. Oui, dans son contexte historique. Le dernier émir de la Qala'a, de Beni Abbas, qui était la principauté, si vous voulez, le dernier pouvoir local algérien après la venue des Ottomans, c'était Sidi Nasser qui a fait appel à des intellectuels, des lettrés coraniques de l'époque. C'est pour un peu donner un caractère civil à ce pouvoir. Donc il a installé ces gens, ces intellectuels, si vous voulez, avec leur famille. Nous avons le Qliha, nous avons Azmoura, nous avons à Borjardir, nous avons à Rabta, nous avons à Mansoura, les Ben Nasser à Mansoura, nous avons à Rabta Ouled Sidi Ali, nous avons à Luxor aussi. Nous avons donc tout un ensemble de points comme ça, de repères, de sites où il y a une école coranique, où les gens peuvent venir, si vous voulez, pour leurs conflits agraires, se ressourcer, etc. Nous avons aussi la tradition Bitsbil, comme par exemple ici, il y a quelques kilomètres du côté de Rabta, qu'on appelle Erbi'iyat. Donc c'est tout un ensemble, un réseau social, culturel, d'enseignement. Et la Zawiya de Gouléa fait partie de cette tradition-là, de ce réseau-là. C'est en même temps une Zawiya où on enseigne le Coran. C'est un refuge pour les voyageurs. C'est en même temps une sorte d'autorité morale. Aussi un endroit peut-être où l'on montre cet élan de solidarité qui a existé depuis la nuit des temps. Absolument. La tradition algérienne à Borj Bouararij, dans la région d'Ibuban, elle est basée sur la solidarité. Et Touiza et toute forme de solidarité, et qui était, cette tradition, elle n'a jamais pu s'exprimer autant, et qui a sauvé la société algérienne traditionnelle. Et M. Leleli tout à l'heure peut en parler très bien, que durant la colonisation. Ce qui a sauvé la société algérienne traditionnelle, sa survivance, sa vigueur, c'est cette solidarité qui est liée à la tradition algérienne. Et M. Leleli pourrait en parler plus que moi, puisqu'il a vécu toutes ces époques-là. Oui, M. Leleli. Vous avez oublié de citer une cité complète, une ville romaine entière, qui existe à Tihamamine. Justement, j'allais revenir, monsieur Nebech,
Et donc, justement, on continue par rapport aux civilisations qui ont traversé. Vous avez cité l'Eid Mokrani, la civilisation romaine. Et donc, Monsieur Nbesh nous l'a fait rappeler justement. Et justement, il existe le tombeau romain de Borj Bouarerij. Et d'une, et de deux, il y a aussi les ruines de l'ancienne cité de Tihamamine. Monsieur Nbesh. Oui, mais enfin, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que pour le site de Tihamamine, c'est un site unique en Algérie, où c'est toute une cité romaine qui existe, qui est là, et qui ne trouve pas preneur, comme on dit, qui ne trouve pas preneur pour le moment. Et ça, c'est inouï. Il y a ça, il y a peut-être aussi à citer le viaduc de Bellemort, qui est quand même un endroit exceptionnel en Algérie, où on avait trouvé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, une meule qui portait des caractères numides, déjà à l'époque. Plus tout ce qui a été retrouvé dans la région du nord de la ville de Borges jusqu'à pratiquement le sud, en allant vers l'est, tous des lieux de cités qui dataient de l'époque romaine, et je peux aller un peu plus loin, peut-être même de l'époque du premier homme de la Terre. Et c'est ce que je voulais apporter comme précision. Monsieur Mokrani le sait très bien que dans la région de Sétif, pas loin de Borges, Aïn el-Hnash, Aïn el-Hnash qui existe et où on avait trouvé, déjà, il y a 70 000 ans, on avait trouvé l'homme du Néandertal. Et c'est ce qui est très important à signaler dans cette région de Borges. Il y a ça, il y a les meules d'olive, comme on appelle ça, les meules pour écraser l'olive à l'époque, et qui étaient taillées uniquement dans la pierre, plus, si vous voulez, la rigole d'où sortait l'huile d'olive, et qui existe pratiquement dans la région de Hasnawa, dans la région de Tihamamine, dans la région de Bellemort, dans les Taglaïts et Azmoura. Et ça, c'est unique en Algérie. Je vous dirais qu'il y a un site qu'on avait signalé il y a à peine un mois, la direction de la culture de Borj Bouarerij, particulièrement au conservateur du musée du château de Mokrani, le site de Makhmara. À Makhmara, il y a un monticule, juste on arrive à Makhmara tout de suite, quand on prend le petit chemin qui va vers la montagne, à Makhmara, il y a un monticule où vous avez à fleur de terre, vous avez une petite bêche, vous creusez et vous sortez tout ce qui est jarre. Et ce qui explique que certains agriculteurs de la région, qui sont restés quand même imbus de cette culture, qui en faisant leur labour, ont souvent trouvé des pièces de monnaie qu'ils ont transmises au musée de Sétif. Et cela prouve, donc je rappelle, Monsieur Djimra Nbesh, on vous connaît ici avec le nom de Sil Hlali, vous êtes doyen de la ville et vous êtes aussi un mordu des traditions et de l'histoire de Borj Bouarerij et vous luttez justement pour sa conservation et sa transmission à la jeune génération. Et justement, il paraît que Borj Bouarerij tire ses origines des principales tribus de Bni Abbas. Alors, c'est-à-dire que Bni Abbas, j'en parlerai peut-être un peu moins que M. Mokrani, c'est que Bni Abbas est quand même une capitale, la capitale de la région de la Medjana, parce que Borj n'existait pas, il faut bien préciser ça, de la région de Medjana comment dirais-je, qui avait pouvoir jusqu'au confin fond du sud, jusqu'à Boussaada, jusqu'à Bouira. Et d'abord, ça remonte un peu très loin. Ça remonte à l'époque romaine. Et ça remonte à Takfarinas, exactement. Je vous dirais qu'en l'an 22 avant Jésus-Christ, quand Takfarinas est monté du sud pour traverser les steppes, il s'est arrêté à Borj Bouarerij. Et la population de Borj Bouarerij à l'époque avait épousé la cause de Takfarinas et il y a eu une bataille qui s'est faite, Tilouin, entre Borj et Béjaïa, où Takfarinas avait écrasé les Romains. C'est en partant vers Bouira
qui s'appelait à l'époque romaine Rapidum. Et c'est à Bouira qu'il a été tué, Takfarinas, au cours d'une attaque de nuit. Ça, c'est pour remonter un petit peu et situer la ville de Borj Barari, la wilaya de Borj Barari. Contrairement à toutes les régions d'Algérie, cette wilaya avait ce caractère de carrefour de culture, de brassage de population, et c'est ce qui lui donne ce privilège, peut-être à travers le pays, d'être quand même l'une des wilayas où l'on retrouve ce brassage arabo-berbère qui a donné à cette ville un caractère particulier. Alors, l'Aïd Mokrani. Si vous permettez, je voudrais revenir sur les populations, Oui. l'élément humain de la wilaya. La géographie de la wilaya de Borj, c'est une géographie, si vous voulez, dans une dualité. C'est-à-dire il y a une double relief et double géographie. Il y a la montagne, c'est la basse Kabylie, si vous voulez. C'est la région qui est au sud de Béjaïa, de la wilaya de Béjaïa. Et il y a aussi la plaine. Et au-delà de la plaine, il y a l'Atlas saharien. Donc, comme a dit M. Leleli, Borj, c'est vraiment la région idéale de ce brassage et de ce carrefour. Donc, les populations épousent l'aspect géographique, si vous voulez. À l'origine, du point de vue politique, bien sûr, il y a la confédération des Bni Abbas, qui ont fondé, avec la conquête des Espagnols de Béjaïa, ils ont fait un recul. Ils ont créé ce qu'on appelle la cité de Qala, une forme de pouvoir local, de principauté, de royaume, de petit royaume, comme vous voulez. Ça, c'est l'origine du pouvoir politique. Ensuite, les Bni Abbas, dans leur, si vous voulez, solidarité avec les Algériens d'Oran, ils sont partis pour la présence espagnole à Oran. Un des chefs des Bni Abbas, l'émir Abdelaziz, en combattant, il a constaté, si vous voulez, des cavaliers qui sont originaires de Mascara. Ces cavaliers, c'est les cavaliers de la confédération des Hacham. Il leur a proposé de leur offrir des terres dans la région et de les ramener avec lui. Et 200 familles sont venues de cette région-là, de l'Oranais, si vous voulez, ils se sont installés. On ne peut pas dire que c'est une tribu, c'est des familles. Les tribus, il y a aussi la tribu des Meguedem, il y a aussi la tribu des Ouled Khlouf. On ne peut pas dire que c'est des tribus au sens antique, comme on connaît, mais ce sont des groupes de population. Il y a aussi des éléments Cheouia qui habitent dans la région. Donc c'est un carrefour. Et ce brassage de population qui fait actuellement, si vous voulez, la région de... Donc, on continue justement à travers les monuments et les sites qui marquent un tout petit peu la wilaya de Borj Bouharerij. Il faut dire que la wilaya de Borj Bouharerij est très riche en histoire et en sites. Et aussi, donc, on va parler un tout petit peu des sources hydrauliques, on va dire, ici à Borj Bouharerij. Il existe, pas très loin de la capitale, donc Hammam el-Biban, ce qu'on appelle Hammam el-Biban, où pratiquement toute la population de la région part pour la baraka et chercher la bénédiction de ces eaux. Pour les hammams, oui, les hammams, la région de Borj aussi, elle est connue pour la tradition des thermes, quoi. Ouais. Et ça date vraiment de l'Empire romain. Parce que les Romains, c'était des gens férus de thermes. C'est eux qui ont mis en valeur cette tradition des thermes, ce qu'on appelle hammam. Hammam. Bon, on peut les énumérer. Nous avons Hammam Biban, c'est le plus connu, avec ses eaux chaudes, très, très fort, très riches en soufre, qui ont des vertus thérapeutiques certaines parmi l'opinion publique populaire, si vous voulez. Nous avons aussi le Main, Hammam Ouled Halla, ce qu'on dit Hammam Ouled Halla. Nous avons aussi à côté, quoique ce n'est pas la wilaya de Borj, mais ça fait partie de la région, Hammam el-Gergour. Hammam el-Gergour, c'est surtout entre Sétif et Borj. C'est la basse Kabylie. C'est Bni Ya'la, si vous voulez, juste à côté. Hammam el-Gergour, c'est surtout le tourisme populaire.
Nous, quand on était jeunes, nos familles, pendant les vacances, on nous amenait à Hammam el-Gergour, puisque c'est une région continentale ici, c'est l'Algérie profonde. Nous avons beaucoup plus la tradition du hammam que la tradition de la côte, de la plage, si vous voulez. C'est vrai, oui. Quand même, je dirais peut-être dans le cadre du hammam, pour votre gouverne, la région de Borj, l'actuelle wilaya de Borj Bararij, compte pas moins de 200 sources thermales. Les unes sont ignorées, les autres ne sont inexploitées, sauf, comme le disait si bien M. Mokrani, Hammam el-Biban, c'est quand même l'une des sources les plus reconnues, parce que je me rappelle qu'à l'époque coloniale, des analyses ont été faites des eaux de Hammam el-Biban et qui ont été pratiquement les mêmes que certaines eaux thermales qui se trouvaient dans la forêt de Baden-Baden en Allemagne. Et ça donnait des vertus thérapeutiques telles que les soins de la peau, des maladies de la peau, tels que les soins de l'appareil respiratoire, les rhumatismes. Et donc, ceci étant, c'est que Hammam Biban, non seulement il a une résonance nationale, mais en dehors de la nation algérienne, il est connu à travers pas mal de pays, entre autres la France, puisque le Pied Noir, quand il est parti d'ici, il a ramené avec lui beaucoup de points qui sont à mettre en valeur. Ça, c'est en ce qui concerne les termes. كل اسبوع الميمة بصنعاء الاول خبز لي الكسرة والثاني نسج لي الحوالة والثالث فرش لي نرقد الرابع شحال حنين يداوي المسكين الخامس شحال بنين يداوي البرمة ريحة النعناع وفي السادس والحنا في السابع ساكن والثامن غسل لي قشي والتاسع خيط لي سراولي والعشر غسل لي وذني لأمي ما مكتبت الريف ما تعرف لا الباء لا الألف وحديثها كل مثل ومعاني المعاني يا وليدي المهاني تفتل كسكس وتحاجي الناس ما عندها قلم ولا كراس تحاجي على بقرة اليتامى وتقول لك الحديث قياس تحاجي على قبر منسيه وتقول لك هكذا قراونا من الفم للوذن مطبخ لامي ما جنان ومتحفن والزعتر فوق الغربل الفريك البنينة في المطاحنة الغرايف وفي مثرد العود قصعة الحطب عشرة المهرس سينوج كحلوش في خبز الدار ولا جنونة لابسة القطران عكس نوبر ما يخدي الدر في الفلاك حالو في القهوة والقرنفل في المقروطة حب الرشاد في العسل. Alors, on vient d'écouter Desnitra. Desnitra, vous êtes artiste, musicien, compositeur aussi. Donc, cette chanson, vous avez un tout petit peu rassemblé toutes les traditions ancestrales. Donc, pétrir le pain, le conte, etc. Je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, évidemment. J'ai écrit cette chanson sur ma mère d'abord. Au départ, c'était une chanson d'amour pour ma mère. Et ensuite, au départ, je l'ai appelée Yemma, tout simplement. Et ensuite, je l'ai appelée Yemma Algéria. Donc c'est un tout petit peu moderne ce qu'on vient d'écouter et nous savons très bien que la musique n'est pas en reste dans la wilaya de Borj Bararij et nous ne sommes pas très loin de la wilaya de Stef. Je dirais, est-ce que Desnitra, c'est pratiquement le même style musical que Stef?
Donc vous tirez plus vers la région de Stif, où Borj Bouarerij a son style musical pas particulier et ses chières aussi. Oui, tout à l'heure, mon ami Laïd a parlé de carrefour. Borj est un véritable carrefour, même musicalement, c'est un carrefour. Nous avons au nord et à l'ouest, nous avons la musique kabyle. Et à l'est, c'est le chewi. Et au sud, c'est le sahraoui. Mais la guitare a joué un rôle très important depuis les années 60. Moi, quand j'ai essayé de savoir d'où vient cet amour pour la guitare, pour cet instrument, je crois que c'est l'instrument des cheminots. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il faut évoquer aussi le passage du train, le train qui a traversé Borj Bouarerij et qui a ramené la guitare à Borj Bouarerij. Moi, quand j'étais jeune, on écoutait beaucoup plus le tbal et la zorna avec un rythme shawi directement. Le rythme est shawi. Le rythme ici est beaucoup plus proche. Mais il y a aussi des influences de la Kabylie. Mais ces cheminots qui faisaient le va-et-vient à Alger ont ramené la guitare et elle a pris... Desnitra, il paraît que même à Borj Bouarerij, on retrouve le sraoui. Oui. Le sraoui qui est un appel du cœur, on va dire comme ça, qui sort des tripes. Oui, le sraoui, évidemment, ma grand-mère chantait le sraoui a cappella, elle chantait a cappella, sans instrument. Le sraoui est un feeling, c'est un feeling. Une aïta, c'est un cri. Aïta, et puis ça a nourri, moi personnellement, ça a nourri mes oreilles. Je peux vous, si vous avez le temps, je peux vous interpréter un tout petit peu de sraoui à la guitare. Oui. Cette chanson, elle était chantée par les Moudjahidines. C'est une marche. أنا قاعد تحت الشجرة طاحت عني ورقة خضراء أنا نكتب خويا البرايا ودو خبري لماليا زوج ذراري طالعوا الجبال هزوا البارود زادوا الرفال ضربوا ضربة طيحوا الإشارة يا عبد الله نجمة وهلال. Merci beaucoup Desnitra, donc c'est très joli, vous avez une très 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 belle voix et on va terminer, on va dire, cette rencontre très conviviale. Donc on a appris beaucoup de choses sur la région de Borj Bouarerij. On va terminer avec les illustres personnalités ou personnages qui ont marqué donc cette très belle région. On va des personnalités Je vais commencer de par la musique. La musique, voilà. Oui. Je vais commencer par la musique pour Pourquoi rejoindre pas un petit peu ce que disait Desnitra. Vous savez que Borj a donné naissance à une jeune fille d'origine juive, Oui. Alice Fitoussi, dont le père était féru de musique andalouse à l'époque, à qui il a appris la guitare, justement. Mais elle était beaucoup plus versée vers le oud que la guitare. Et c'est l'unique au monde où une juive chantait le madih. Et le madih dini particulièrement sur le prophète alayhi salam. Donc Alice Fitoussi, qui est une fille de Borj, qui a chanté dès l'âge de 15 ans, qui est partie s'installer à Alger, qui est morte à Alger et qui n'a jamais voulu quitter l'Algérie. Ça, c'est pour rejoindre un petit peu ce que disait monsieur. Maintenant, des personnalités, moi, mon Dieu, j'en citerai des milliers. Je vais essayer de citer l'essentiel. Lui, les plus importants. Exactement. Dans le domaine du cinéma. Dans tous les domaines. Moi, oui. je vais essayer de vous les donner comme ça dans tous les domaines. Je vous dirai par exemple le père du Sir Kamar, le créateur du Sir Kamar. C'est quand même une référence dans Bien ce pays qui est, comment dirais-je, qui est né en 1860, qui a créé le théâtre, en 1860.
Ça, il faut le préciser pour que tout Algérien qui nous écoute sache que le cirque Amar est une création algérienne, purement algérienne, de Borj Bararid. Et il s'agit évidemment de Ahmed Ben Ammar el-Gaïd, de la famille des Ben Wadah. Ensuite, il y a eu Cheikh Bachir el-Brahimi, que personne ne peut ignorer le rôle de théologien qu'il était et d'unificateur à l'époque. De Cheikh Bachir el-Brahimi, j'irai peut-être encore sur Cheikh Moussa el-Hamadi, qui est une référence et qui a écrit beaucoup de contes que M. Snitra a repris, tels que Bagrat Litama, et qui a une bibliothèque assez importante en Algérie, qui est publiée et traduite dans d'autres langues à l'étranger. Je vais vous citer par exemple, je m'excuse, j'ai essayé de prendre des noms, Issa Zahar, qui était un écrivain et qui est né en 1899, qui a écrit ses premiers livres, dont Moter, ma mère. C'est un des premiers livres qu'il a écrit vers les années 1952-53. J'étais tout gamin de 16-17 ans, je me rappellerai toujours de Issa Zahar. Il y a Abdelhamid Ben Hadouga, dont chaque année nous commémorons le colloque international sur Riwaya Hamid Ben Hadouga. Il y a Aïcha Haddad, que n'ignore Aïcha Haddad, qui est l'une des grandes peintres que l'Algérie a connues, qui est une élève d'Isiakem, qui a beaucoup plus travaillé sur la miniature à l'époque. Et Aïcha Haddad est quand même une jeune fille qui a mon âge, puisque nous avons habité la même maison pratiquement. Et Aïcha Haddad était tellement belle qu'on ne pouvait pas faire de différence entre elle et l'occupant, et la fille de l'occupant à l'époque. Je ne veux pas dire européen, je veux dire la fille très très moderne, d'une famille extrêmement ouverte, qui a été infirmière et qui a rejoint le maquis à l'âge de 17 ans. Il faut le faire. Donc, il y a M. Srer Mostfaï, que tout le monde connaît, qui a été gouverneur de la Banque d'Algérie et qui a été à Rocher-Noir avec c'est Mohamed Fares. Et M. Mohamed Srer Mostfaï a été le premier à négocier, non pas l'indépendance, puisqu'il est venu juste après l'indépendance. Il était parmi les négociateurs d'Évian. Mais quand il est rentré en Algérie, on lui a confié la mission du gouvernement provisoire à Rocher-Noir, de l'exécutif provisoire plus exactement, pour ne pas m'écarter de l'histoire, de l'exécutif provisoire. Et quand Mostfaï est venu, il est venu, si vous avez bonne mémoire, à une période où l'OAS avait juré la terre brûlée en Algérie. Alors, des contacts ont été pris et il a dit ceci: vous déposez les armes, l'OAS, je peux faire une seule chose, c'est vous accorder la vie sauve. Et il a été négocié avec Suzini pour rendre tout ce qu'ils avaient pris comme argent des banques, etc. Vous avez ensuite, vous avez il y a une personne que je voudrais citer, Djelloul Bagoura, que monsieur connaît très bien, c'est un producteur et réalisateur de France Télévisions, et qui a eu quand même, qui a été chevalier de l'ordre. Je cite Dr Benabid, Benabid. Je vais citer Sidi Ahmed Akhrouf, qui est un érudit de la ville de Borj Bararid. Et ce Dr Benabid a donné quand même 2 enfants, 2 garçons, Loulou et Alain. Et Alain, qu'on appelle nous chez nous Halim, et qui est l'un qui a reçu tous les prix mondiaux, y compris l'équivalent du prix Nobel aux États-Unis, et qui a été le précurseur de l'invention d'une puce qu'on installe dans le cerveau pour arrêter les tremblements des Parkinsoniens. Actuellement, il est en train de travailler sur une autre puce qu'on pourrait peut-être installer bientôt sur des maladies Alzheimer. Vous savez que c'est une ouverture dont le monde entier reconnaît que Borj a donné tous ses enfants. Je vais vous dire encore qu'il y a Smaïn Hamdanoui, qui a été le premier ministre de la République algérienne. Je vous citerai Mohamed Kallou,
qui a été le premier ambassadeur d'Algérie en Angleterre. Je vous signale, c'est Abdelmejid Aouchiche, qui a été le premier directeur de la DNC-ANP, le premier ministre de l'Habitat actuellement. N'oublions pas aussi, M. Nebech, dans le patrimoine musical, la grande chanteuse Sherifa. Sherifa, j'allais venir, c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de noms, que Abdallah Kriou, oui, que vous avez connu, qui a été quand même le patron de l'orchestre de la radio algérienne. Donc, pour je parler, c'est... Moi, quand je suis chez moi, que je lis sur ma ville, parce que c'est ma ville, je suis obligé de l'aimer. C'est la ville qui m'a donné le jour. C'est la ville dans laquelle j'ai couru pieds nus. Il y a de ça 80 ans, quand je courais pieds nus dans les ruelles de la ville de Borj Bararij, et quand mon papa m'achetait une paire de chaussures neuves et que j'allais jouer avec les copains au ballon, surtout dans la neige, je jouais pieds nus, et quand je voulais mettre ma chaussure, mon pied était tellement gonflé qu'il ne rentrait pas dans la chaussure. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. Merci à mes invités aujourd'hui, l'Aïd Mokran, écrivain-chercheur, Djem'i Nebech, doyen de cette région, et Desnitra, artiste-compositeur. Merci à Amin Fedala, réalisateur de l'émission. Retrouvez-nous sur la page de l'émission Patrimonium pour vos propositions et critiques, ou bien sur le site de la radio www.radioalgérie.dz/chaîne 3. Quant à moi, je vous retrouverai jeudi prochain, même heure, même station, pour la suite de Borj Bararij, us et coutume. Bye bye. ادي برايتي نغزالي روحي يا ابني الورشان تعطيك حاجتي حشمتك يا حمام دير المرا تغداد المرا زينة الصورة حين توصل تعطيك حاجتين قولوا لها يا صفة النظرة تشيك يجرى وين العهد معك والهضرة وين محبتي والفطيمة روحي يا ابني الورشة برايتي وخالي روحي يا ابني الورشة تعطيك حاجتين قالت الحاسدين كرهوني ما قويتش ناك والعساسة واقفين على بيبان غرفتي هادي الاثنين يا منصب ليهم دقتين على دبي ولد بي حامين القفا هاديك غزيزتي نعلى طلع على الخليل دا ما كونش رجيل قولوا الخويا يدا بغى نعطي بالي ورقبتي غفتي ما روحي يا ابني الورشة ادي برايتي وزاني روحي يا ابني الورشة تعطيك حاجتي
على صدري نرقد ويمص من ريق شفتي لبست وليفتي من الروام ديدي وقفطان وحزامة حرير خرجت الميدان هي وليفتي دب العيان زينها ما كان عمره في ذا الزمان تراني يا غرامها وشيان تبانت حالتي